Alors, bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. On a l'impression, quand on entend le chef conservateur, que le discours n'a pas tellement changé, alors que tout a changé ces dernières semaines. Il y a un nouveau locataire à la Maison-Blanche, on a un nouveau premier ministre canadien, il a aboli la taxe carbone. Est-ce que les conservateurs vont devoir s'adapter et s'adapter rapidement? Je commence avec vous, Tasha. Mais je pense que oui, je pense qu'ils ont commencé à s'adapter. Ils ont eu un ralliement, ça fait maintenant, je pense, plus que 2 semaines, où ils ont annoncé leur Canada First, Canada d'abord slogan. Ils cherchent un peu à faire un peu de pivot à un thème plus patriotique, plus généraliste. Mais c'est sûr qu'ils sont toujours aussi fixés sur la taxe carbone. M. Poilievre a fait un grand chose cette semaine d'abolir la taxe ou de promettre de l'abolir au complet, y compris la législation qui la soutient. Oui. Rodolphe, est-ce qu'on sent un changement de stratégie chez les conservateurs? Bien, écoutez, d'une certaine façon, oui, mais d'une autre façon, non, parce que, écoutez, les enjeux que M. Carney maintenant parle sont les enjeux que les conservateurs parlent depuis le début. Ça veut dire, on a vu beaucoup M. Carney essayer de neutraliser, que ce soit la taxe sur le carbone, que ce soit même maintenant la souveraineté canadienne en Arctique ou la défense canadienne, tous des éléments qui étaient la faiblesse du gouvernement Trudeau, que les conservateurs, depuis plusieurs, en fait, chefs conservateurs, dénoncent à la fois que le Canada n'en fait pas assez, par exemple, pour la défense nationale ou pas assez, par exemple, pour l'Arctique canadien. Et aussi, il y a un problème, c'est qu'on a la problématique américaine a enlevé, en fait, tout l'oxygène pour qu'on parle de sujets comme la crise du logement qui, en passant, n'est pas terminée. Là, ça veut dire que c'est encore une crise qui est réelle, mais qu'on ne parle moins. Ou, par exemple, l'immigration, qui est encore un enjeu qui n'est pas réglé au Canada, mais qui maintenant n'est pas, en tout cas, la priorité ou la préoccupation première des Canadiens. Donc, en fait, c'est un peu ça la réalité. Les conservateurs veulent parler d'un certain sujet. Ils ont encore émis, par exemple, un communiqué cette semaine sur des chiffres sur la crise du logement ou le fait qu'on ne construit pas assez, mais c'est difficile de trouver sa place, surtout dans un gouvernement, avec un gouvernement qui a prorogé le Parlement où les oppositions ne peuvent pas comme ça questionner tous les jours des ministres ou des députés. Et on sait que ce ne sera quand même pas la question de l'urne. Tasha en parlait il y a une seconde, l'histoire de la taxe carbone industrielle que Pierre Poilievre veut abolir. Est-ce que c'est vraiment payant, ça, pour les conservateurs? Est-ce que ça fait vraiment vibrer la population, ça, en ce moment? Tasha, je reviens à vous. Je pense que non, sauf que M. Carney, lui, a fait un grand show d'abolir la taxe carbone pour les consommateurs la semaine passée. Il a même signé un décret ou un ordre en conseil qui n'était pas vraiment un ordre, mais c'était comme un peu au style de Donald Trump, ironiquement. Mais c'était pour montrer qu'il n'allait pas continuer la taxe au complet, parce que c'était ça l'arme d'attaque principale des conservateurs. Ils demandaient une élection sur cette taxe-là. Alors, ils voulaient les enlever des armes. Et les conservateurs ont répliqué en disant, bon, vous faites pas toute la job, nous, on va abolir toute la taxe. Mais est-ce que c'est quelque chose qui va préoccuper les gens? La réalité, c'est que le move de M. Carney fait que le prix à la pompe va probablement descendre d'environ 17 sous, on nous dit, le 1er avril. Et ça va donner aux consommateurs, ils vont dire « Oh, mais merci beaucoup ». Et le lendemain, les tarifs viennent avec les États-Unis. Alors, c'est une façon de contrer ces tarifs-là ou l'impact de ces tarifs, parce que les tarifs et l'économie et M. Trump en général, ce sont les principales préoccupations, tous les sondages le démontrent, des électeurs. Oui, alors, M. Carney a un petit peu tiré le tapis sous les pieds de M. Poilievre, en quelque sorte, avec ce Rodolphe là-dessus. Oui, tout à fait. Écoutez, moi, je me demande qu'est-ce qui manque de plus. Ça veut dire, est-ce que maintenant, M. Carney va dire on va changer la loi sur la justice puis on va mettre les criminels en prison plus longtemps ou des peines minimales, par exemple? Honnêtement, je me demande à quel point ils vont aller parce qu'ils sont en train de prendre véritablement le fonds de commerce du Parti conservateur. Oui, ils ont une stratégie qui est bonne. C'est d'aller rechercher ce qu'on appelle les Blue Liberals qui étaient partis au Parti conservateur, maintenant qu'ils sont en train de revenir. La véritable question, c'est est-ce que les Canadiens vont croire le Parti libéral ou en tout cas, comme ça, ce genre de politique en disant est-ce qu'ils vont vraiment le faire? Est-ce qu'on peut vraiment croire que les libéraux vont équilibrer un budget avec qu'on voit l'historique de leurs 9 ans au pouvoir? Je pense que ça va être ça, la campagne électorale et le message des conservateurs. Et l'autre question, Rodolphe, qui va être centrale pendant la campagne, évidemment, c'est les finances, l'économie. Qui pourrait être nommé ministre des Finances dans un gouvernement Poilievre?
Écoutez, c'est la grande question parce que c'est vrai qu'actuellement, les conservateurs ont recruté plus de candidats que les libéraux et c'est un problème pour les libéraux, mais on n'a pas en tout cas d'annonce concernant qui serait cette équipe ministérielle, qui serait cette équipe autour de M. Poilievre, mais ça fait aussi un peu partie du style de la maison. Vous savez, les conservateurs n'aiment pas ce qu'on appelle les candidats vedettes. On voit que M. Carney essaye de recruter des candidats vedettes. On avait entendu, par exemple, cette rumeur qu'il y aurait peut-être eu des ministres non élus qui auraient fait partie du gouvernement, mais on peut s'attendre à ce que d'un côté, les libéraux ou M. Carney essayent de recruter des candidats vedettes, mais je me répète, mais au Parti conservateur, c'est pas le style de la maison. Ils préfèrent, par exemple, des anciens maires ou des personnes qui ont déjà, par exemple, certaines assises dans le Parti conservateur ou dans leur communauté que de parachuter des candidats de prestige. Tasha, est-ce que les conservateurs vont avoir une équipe prête à temps pour former éventuellement peut-être un futur cabinet? Bien, ils ont une équipe, ils ont l'argent pour la campagne, ils sont prêts depuis, oh mon Dieu, ils désirent une campagne depuis plus qu'un an, je pense. Alors, ils sont prêts pour aller en campagne. Mais je rejoins Rodolphe, c'est l'idée que les conservateurs ne mettent pas des gros canons. Et je pense que c'est une erreur, honnêtement, parce que dans le climat actuel, c'est sûr que les gens vont regarder pas seulement le chef, mais l'équipe qui l'entoure. J'ai entendu que les libéraux cherchent Carlos Letao, ancien ministre des Finances au Québec, par exemple. Qui cherchent aussi des gens qui sont en Colombie-Britannique, des anciens une des filles d'un ancien chef de cabinet ou un cabinet minister, pardon, libéral fédéral. Alors, ils cherchent des gens qui ont une sorte de connexion, des renommées ou aussi des spécialités. Et je pense que c'est très intelligent de faire ça parce que les gens maintenant regardent, ils ont peur pour l'économie. Ils veulent de la compétence. Et quand on regarde les conservateurs, il n'y a personne là qui vraiment est un stand-out sur la question des finances. Alors, il reste à peu près 2 minutes, donc 1 minute chacun. Je voudrais vous entendre tous les deux là-dessus. Quelle sorte de campagne les conservateurs vont mener alors que leur avance dans les sondages a fondu comme neige au soleil au mois de mars, au début du printemps? Rodolphe. Bien, tout d'abord, moi, je pense que la campagne, elle a déjà commencé. On voit M. Carney comme ça qui fait des voyages. Moi, je pense que ces voyages à l'international, en France, en Angleterre, c'est pour un peu avoir cette banque de photos pour une campagne électorale et de mettre comme ça les habits de premier ministre. Mais on voit que les conservateurs attaquent M. Carney. On l'a vu, par exemple, concernant ses avoirs personnels. Puis on a vu que M. Carney a de la difficulté à se défendre ou en tout cas comment il répond aux questions concernant ses finances personnelles. On l'a vu hier, par exemple, avec Rosemary Barton. Donc, je pense que les conservateurs vont continuer, en tout cas, à attaquer sur ça. Et je pense aussi, juste aujourd'hui, la qualité du français, par exemple, juste de M. Carney aujourd'hui, n'était pas très bonne. Donc, je pense que les conservateurs vont attaquer, essayer de voir des faiblesses. Parce que, pour être tout à fait franc, M. Carney, on ne le connaît pas. C'est comme un peu le Kaiser Soze de la politique. C'est un mythe, c'est une légende. Mais quand on gratte un peu, on voit quand même qu'il y a certaines faiblesses. Votre temps est écoulé, passons à Tasha. Alors, est-ce que ça va ressembler à ça, la campagne? Est-ce que le ton va être agressif? Je pense que la campagne va être très agressive et je pense que c'est maintenant, les sondages indiquent que c'est à les libéraux de le perdre. Hein. Ils sont tous en avance dans les 3 sondages qui sont sortis aujourd'hui. Alors, c'est vraiment dans leur intérêt d'être aussi professionnel que possible. Et certainement pour M. Carney, c'est plus difficile étant pas un politicien de carrière. Merci à vous deux d'avoir débattu avec nous de cette question. Merci. Merci. Au revoir.